C'est bon. Tu m'entends? Ouais, et toi tu m'entends? Oui, Ok, parfait. super. Ok, et je crois que j'ai réussi à enregistrer en plus, donc c'est bon. Ouais, c'est parfait. Ok, alors, je suis retourné un peu sur ton profil LinkedIn pour regarder. J'ai vu que tu es dans le FLE depuis 2006, si je ne m'abuse. Je sais pas si tu te Oui. rappelles, mais c'est ce que j'ai vu. J'ai pas tellement la notion des dates, mais oui, ça fait longtemps. Ou alors j'ai vu que tu avais eu ton diplôme en 2006, un truc comme ça. Oui, peut-être. Mm, mm. Donc en fait, ça fait. T'as plus de 10 ans de connaissance du milieu du FLE par rapport à moi. Enfin, moi, j'ai eu mon Master 2 en 2020, mais j'avais commencé vers 2017-2018, on va dire. D'accord. Euh, Est-ce que tu trouves que le milieu du FLE a beaucoup changé depuis cette époque? Je saurais pas trop te dire. Ouais, Je compare pas trop. J'ai pas tellement d'éléments de comparaison. C'est surtout que après avoir obtenu mes diplômes, j'ai voyagé. Donc j'étais pendant 6 années, j'étais dans différents pays. Justement dans le FLE et après je suis revenue en France et je suis à Paris depuis 2011. ok. Euh, donc je peux pas. Non, je pense que bah, c'est comme dans tous les métiers, on s'adapte un petit peu aux changements avec, par exemple, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parle énormément de l'intelligence artificielle et bien sûr, ça, c'est un sujet important actuellement dans le monde de l'éducation. Mais Ouais, sinon, c'est clair. voilà, je compare pas trop. Je pense que je vis au jour le jour. Voilà, j'essaie de m'adapter, mais par contre, j'essaie d'être assez constante dans ma philosophie de l'enseignement récemment, en fait, en faisant du rangement chez moi, en rangeant des cartons. Par hasard, je suis tombée sur la première lettre de motivation de ma vie. C'est vrai? Euh, j'avais, Ok. j'avais écrit ça, cette lettre pour entrer dans une petite école de langue à Montpellier. Le directeur, à cette époque, c'était Gérard Ribaud. Donc aujourd'hui, c'est le directeur de Fleu.fr. Ok. Euh, euh, et donc, dans cette lettre de motivation, j'explique que j'ai une façon d'enseigner assez, voilà, je crois en l'enseignement un petit peu vivant de la langue, le mouvement, la pratique, la prononciation, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est drôle parce que en tant que prof débutant, j'avais déjà un cap, en fait. Je savais vers quoi je voulais aller. Et donc, malgré en fait les changements dans la société, les tendances, les approches pédagogiques et les nouvelles technologies, j'ai intégré de nouvelles choses dans ma façon d'enseigner et mes approches, mais j'ai pas vraiment, en tout cas, changé de cap. Voilà. Hmm. Je Ah reste fidèle ouais. à mes pratiques. D'ailleurs, ça m'a étonnée. Je me suis dit, ouh, ça fait quand même 18-20 ans que je suis vraiment dans la même intention, que je suis alignée avec ces valeurs-là dans ma façon d'enseigner. C'est intéressant. Ah, c'est très cool. Et donc, tu viens de Montpellier à la base? Je viens de Perpignan. Je viens d'un village catalan, en fait. Ok. Et je suis née à Perpignan. J'ai grandi dans un village de Catalogne française. Et donc, pour faire des études supérieures, oui, je suis allée d'abord à Montpellier, puis à Lyon et à l'étranger directement. Ok, d'accord. Ok. Et tu vois, moi, le FLE, je suis un peu tombé dedans par hasard parce que à l'université, j'étudiais le chinois, j'étais à l'INALCO. Et donc, j'ai fait L0, L1, L2, L3. J'étais un peu arrivé dans le chinois aussi un peu par hasard, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais pendant ma L3, j'ai fait un échange universitaire à Taïwan. Et tu as plusieurs étudiants taïwanais qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés par le français et qui voulaient que je leur donne des cours. Et moi, je suis allé voir la directrice de l'université où j'étais en échange. Et elle m'a octroyé une salle 1 heure et demie par semaine. Et j'ai commencé à enseigner le français. Et c'est comme ça que j'ai adoré. Et je me suis dit, OK, bah, je vais continuer en master didactique des langues, en fait.
à l'INALCO, mais c'est pas un truc que j'avais choisi. Et puis aussi Mhm. parce que les autres masters m'intéressaient pas tellement. C'était, je sais pas, commerce international, diplomatie, etc. Je me disais, bon, c'est Mhm. pas ce qui m'intéresse le plus. Je dirais pas, ouais. Mais je crois qu'il y a plein de gens dans Du le FLE. chinois au fleu. Ouais, J'ai du passé chinois au par FLE, le- ouais. Et en Mhm. plus, moi, je voulais enseigner le français en Chine. Bon, au final, je suis pas du tout allé enseigner en Chine. Et puis, j'ai eu un enfant depuis, donc encore plus compliqué d'y aller. Mais c'était ça le but. Et il y a beaucoup de gens dans le monde du FLE qui y arrivent un peu par hasard, tu vois, qui avaient fait d'autres études et puis ils se sont dit, ah, c'est cool le FLE. Et je sais pas comment ça s'est passé pour toi. Non, ça a été assez rapide, hein. C'était à l'université. J'étais étudiante à Montpellier en lettres modernes et sciences du langage. Et c'est une copine de fac qui m'a parlé du FLE, qui m'a dit, toi qui es attiré par les langues, les cultures, les voyages, etc., renseigne-toi. Donc, effectivement, je me suis dit, ah, ça a l'air intéressant. Et tout de suite, voilà, ce que j'ai vu dans les études de FLE, tout de suite, moi, c'était la mobilité internationale. Il fallait absolument que j'aille le plus loin possible et l'expérience la plus barrée possible. Ah, voilà, moi, ça, c'est. Candy, à 21 ans, elle a peur de Que la rien. Corée du Sud, Ah non, mais c'est ça? à la base, je voulais pas tellement aller en Corée du Sud. J'avais choisi des destinations. Enfin, les professeurs me disaient non, 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 on va plutôt choisir des hommes, on va plutôt choisir des garçons, etc. Et par rapport à tout ce qui était sécurité, puis le contexte de l'époque, etc. Je voulais aller au Kazakhstan, je voulais pas. L'intention, c'était d'aller dans des pays vraiment inconnus, un peu comme journaliste reporter international. Je Ok. voulais aller, je voulais que ce soit quelque chose de très différent et un pays pas touristique. C'est ça, c'était l'intention. Mais voilà, la Corée du Sud, c'est bien tombé parce que pour le coup, à l'époque où j'y suis allée, c'était pas très touristique, c'était pas très ouvert. Et c'était, à mon avis, pour moi, pour ma personnalité, ma façon d'être, etc., c'était le pays idéal parce que j'étais en sécurité. Déjà, Mhm. c'était un pays où j'ai vraiment pas eu de galère quelconque. C'était, voilà, beaucoup de sécurité. Et, et en fait, c'est un pays où tu es obligé, si tu veux t'intégrer un minimum, tu es obligé d'apprendre la langue un minimum parce que à cette époque, personne ne parlait français ni même anglais, hein. C'était... Ah ouais? Ok. Aujourd'hui, ça va. Je pense qu'il y a de plus en plus de Coréens qui peuvent parler anglais, même s'ils vont être un petit peu réservés comme les Japonais. Mhm. Mais à cette époque, non. Donc, non, la Corée du Sud, ça a été un bon... Je dirais que j'ai commencé par un pays où je me suis sentie bien et bien dépaysée. Voilà, c'était bien dépaysant pour le coup. Bien Ok. loin, bien dépaysant. Et t'es resté combien de temps là-bas? Alors d'abord une année... Non, non, non. Le premier stage, je crois que c'était... à l'époque, c'était des stages qui étaient inférieurs. Donc quand je suis allée à l'académie militaire, en plus, c'était un contexte compliqué pour moi. L'académie militaire, c'était très strict. L'académie militaire de Séoul. Après, plus tard, je suis restée 2 ans dans le sud de la Corée du Sud où je co-dirigeais une alliance française. Ah ouais, ok. Une petite alliance française de Daegu, dans le sud de la Corée du Sud. Mm. Ok, d'accord. Hyper intéressant. Et t'as appris le coréen du coup ou pas du tout? Mhm. Ouais, j'ai Ouais? appris, j'ai bien aimé. Et je pense que ça a été vraiment un gros déclencheur pour ma passion pour tout ce qui est prosodie des langues, musicalité, etc. Parce que la langue coréenne est une langue qui a énormément d'intonations, Hmm. des patrons intonatifs très marqués. euh, Ils ont comme en et chinois premier, deuxième, troisième ton, des trucs comme non, ça? Non? non. Ok. C'est très différent, voilà, c'est très différent du chinois, mais bah, je connais pas la langue, je connais pas le chinois, mais je sais qu'il y a des tons. Mhm. Mais en coréen, c'est plutôt des intonations par rapport, ça va être aussi
des marqueurs de hiérarchie dans la conversation, c'est-à-dire on va pas s'adresser de la même manière à quelqu'un qui a le même âge que soi et à un aîné, etc. Donc et puis les hommes et les femmes ont des intonations différentes et ça m'amusait beaucoup. Je trouvais ça parfois je trouvais que le coréen avait quelque chose de très plaintif ou de très musical, etc. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Je suis Ouais. rentrée dans cette langue un petit peu comme ça, c'est-à-dire j'ai appris le coréen beaucoup, beaucoup à l'oreille, en répétant, en imitant. Et j'ai appris plutôt, donc à l'époque, on ne parlait pas de phraséologie, etc., mais j'étais dans ça, c'est-à-dire avec quelques mots de lexique. Et, euh, et quelques bases grammaticales que j'élaborais par moi-même sans leçon, en fait, j'arrivais à communiquer. Donc, l'idée de base, c'était que je réussisse à être autonome à l'époque, en Corée du Sud, dans les marchés, on marchandait beaucoup. Donc, je savais marchander. Donc, j'ai appris en priorité déjà, voilà, les nombres, Ok. euh, les prix, les nombres, comment marchander, etc. Après, énormément en taxi. Les taxis n'étaient pas chers du tout et les chauffeurs de taxi étaient très bavards avec les étrangères en tout cas. Donc, c'était mes meilleurs profs. Donc, j'avais des vrais ateliers de conversation dans dans les taxis. C'est pas mal ça. Donc, Ça peut être un c'était concept de génial. leçon. Taxi Là, court. voilà, je savais, voilà, il fallait que je sache dire exactement où j'allais, pourquoi j'y allais, d'où je venais, etc. Donc, à force, je devenais forte pour ces actes de langage-là, etc. Donc, mais bon, aujourd'hui, je parle plus coréen, donc j'ai essayé de parler coréen récemment avec un des élèves de l'école où je travaille, Ouais. et je me suis dit, waouh, c'est fou comme j'ai perdu, hein. C'est comme toutes les langues, si tu les pratiques pas, Ouais, ouais. tu perds. Mais bon, voilà, j'ai aimé pratiquer le coréen, apprendre, et la musicalité du coréen m'a vraiment confirmé cette passion pour la prononciation. Mm. Ok. Et après, t'as appris le hindi, du coup. C'est bien. Et voilà, après, voilà, c'est ça. Je suis partie en Inde et il a fallu apprendre. J'ai appris le hindi et la langue que j'ai pas réussi à apprendre, c'est le telugu. J'ai passé un an dans une région de l'Inde qui s'appelle l'Andhra Pradesh et qui n'est pas vraiment hindiphone. On parle une autre langue indienne qui s'appelle le telugu. Et là, c'est vraiment, bon, je travaillais beaucoup. J'avais très peu de temps pour étudier une langue. Et ma connaissance de l'anglais et du hindi était déjà très récente et je crois que c'était pas le bon moment de ma vie pour apprendre encore une langue asiatique très différente et Mhm. très difficile pour moi. Donc voilà, je me suis arrêtée au hindi. C'est déjà pas mal, hein. Et tu peux le parler maintenant. Mhm, ça va, je peux le parler au quotidien avec pas mal d'erreurs, mais en tout cas, oui, j'ai un niveau d'aisance. Enfin, ça va. C'est assez fluide, mais je me reconnais beaucoup chez les élèves dans l'école où je travaille. Encore une fois, il y a parfois des élèves qui arrivent et qui ont appris une langue à l'oreille. Et Mhm. parfois en classe, c'est des élèves qu'on ne sait pas, on sait pas dans quel niveau les placer. Parce que dans un niveau avancé, ils ont trop de lacunes et il y a plein de choses à revoir. Et dans un niveau débutant, ben, ils s'ennuient totalement parce ils peuvent déjà s'exprimer. Et Ouais, c'est intéressant ça. Ok. je fais partie de ces gens-là qui apprennent les langues principalement donc en immersion, qui peuvent, tu sais, c'est des gens comme ça qui ont des intelligences très pratico, enfin, tu sais comment mobiliser des éléments de langue pour réussir à communiquer, enfin, à avoir des actes de langage. Mais comment tu me dis, voilà, conjugue-moi tel verbe en hindi, ben, je sais pas le conjuguer. Je sais pas te faire un tableau de conjugaison. Ouais. Voilà, Ok. Ah c'est ouais, ça c'est marrant ça. c'est ça. C'est une approche plutôt, voilà, communicative, intuitive et immersive de la langue. Ok. Mais moi, je crois que je suis l'inverse. Moi, quand j'apprends, j'ai besoin d'un cadre. Mm. Et hors de ce cadre, j'arrive pas trop à parler la langue sinon.
Mhm. Donc c'est un peu à l'inverse de toi. Et ça doit se ressentir peut-être sur notre manière d'enseigner. Toi, si tu utilises peut-être des formes, comme tu qualifiais, de approche par le corps, par la danse, par la chanson, etc., c'est peut-être aussi parce que toi, tu peux fonctionner comme ça. C'est quelque chose qui a Mhm. marché aussi pour toi? Mhm. Ouais, Ouais, c'est ok. et Là, c'est c'est ça. intéressant hein, parce qu'il y a plein de profs qui utilisent pas ça, qui sont dans des approches assez traditionnelles, en fait, grammaire, Mhm. exercice de grammaire, et puis leçon de grammaire, et puis voilà. Il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Cela dit, ça fonctionne pour la majorité des élèves, c'est-à-dire que dans n'importe quel pays du monde et n'importe quelle génération, les gens sont conditionnés à apprendre les langues assis, avec du matériel écrit, euh, etc. Donc, les gens sont conditionnés à apprendre les langues de manière très méthodique, avec l'étude du fonctionnement de la langue, du paralangage, du métalangage, etc. Et il y a, je sais pas, je dirais qu'il y a peut-être 20% des apprenants dont je fais partie qui sont plutôt bloqués avec des approches classiques. Euh, Moi, une langue, il faut que ce soit j'apprends en parlant. Voilà, j'apprends en parlant, j'apprends en ayant besoin de communiquer. C'est le Hmm, besoin qui va vraiment déclencher les éléments de langage, etc., les éléments de grammaire, etc. Voilà, je vais savoir les mobiliser pour dire quelque chose, pour agir sur le monde, pour me faire comprendre. Donc, quand je rencontre en classe, régulièrement, je rencontre des gens qui ont un fonctionnement similaire au mien. Ça fait des belles rencontres, ça fait des belles alchimies parce qu'effectivement, j'arrive à trouver des moyens qui correspondent mieux aux gens qui sont pas très pédagogie classique. Voilà. ok. Oui, parce que c'est surtout ceux qui ont été à l'école dont le cerveau fonctionne comme ça, enfin, qui ont besoin de ce type d'apprentissage. Et peut-être que des personnes qui n'ont pas été scolarisées, ce sera plus simple pour eux, que ça passe par d'autres approches. Non, alors Euh, là, je suis pas tellement d'accord parce que non? justement, les gens qui ont été peu scolarisés, ils ont des attentes de cadre plus. Justement, les gens qui ont été peu scolarisés, c'est un de mes publics préférés et Mhm, c'est le public avec lequel je dois passer, comment dire, il me faut plus de temps avec ce public que le public ordinaire parce que j'ai besoin de les convaincre. Enfin, disons que je vais pas les convaincre. Je vais devoir, euh, pour proposer mes approches pédagogiques qui sont différentes, je vais pas pouvoir y aller trop fort. Il va falloir, euh, comment dire, proposer des activités avec le mouvement, le chant, etc., avec parcimonie. Faut pas les brusquer. Parce que si tu proposes quelque chose qui ressemble pas à un cours classique, qui ressemble pas à ce qu'on attend de l'enseignement, à ces représentations de ce que doit être un enseignement classique d'une mhm. langue, ça leur fait très peur. Ils se disent qu'ils perdent du temps. Quelqu'un qui a été peu scolarisé, si tu lui proposes, pour le premier cours, tu lui proposes des activités théâtrales, Ouais. ça peut arriver qu'ils partent en courant. Et en fait, ils en redemandent une fois que t'as, Comprennent une, l'utilité. une- une fois qu'ils ont compris qu'il y avait des bénéfices, une fois Mhm. que ça a permis à quelqu'un de débloquer son oral, débloquer sa prononciation, désinhiber la personne, accéder à mieux faire des rapports phonographie, etc. Enfin, quand il y a vraiment des preuves que ça fonctionne, ils peuvent te redemander ce type d'activité. Mais au début, non. Il faut Non, mais être... c'est comme les publics très classiques, en fait. Moi, je sais que j'ai eu plusieurs publics, souvent arabophones ou sinophones, qui viennent d'écoles un peu traditionnelles. Et c'est vrai que passer par le jeu, ça marche pas directement avec eux. Mm. Faut passer par du classique, et tu mets petit à petit en place des activités alternatives. Et s'ils voient qu'il y a des bénéfices, comme tu disais, c'est là où ils y vont de bon cœur. Mais ça peut prendre du temps.
Donc En c'est comme fait, ceux qui n'ont pas été scolarisés. exactement, ça me fait, bah, voilà, le public typiquement, voilà, asiatique, hein, c'est ça, le public pour moi, c'est le public taïwanais, indien aussi, par exemple, les ingénieurs indiens, c'est pas facile de leur faire faire du théâtre, etc. Hmm. Au début. Mais, mais en fait, pour moi, l'enseignement, c'est un peu le verbe séduire au sens étymologique du terme, en latin, seducare, ça veut dire faire changer de chemin. Toi, tu sais où tu veux Ah, c'est emmener intéressant. tes apprenants. Eux, Ouais. il faut établir, en fait, le plus important, il faut établir un contrat de confiance. Et la confiance, ça se fait que si tu connais les apprenants. Donc, ma philosophie de l'enseignement, c'est d'abord une pédagogie de la relation. D'abord, je rentre en relation avec les gens et je suis authentique. Je me livre. Je vais aussi dire, je vais aussi montrer parfois mes failles, mes faiblesses, mes contradictions, mes difficultés, etc. Donc, c'est donnant-donnant. Du coup, ils se disent, ah, on est devant quelqu'un qui, ouah, qui parle de soi, qui n'a pas qui n'a pas trop de filtres, etc. Donc, petit à petit, les gens s'ouvrent. Là, tout à l'heure, en fait, en fin de cours, j'ai une élève anglaise d'origine albanaise qui est extrêmement timide, qui étudie dans l'école où je travaille depuis plusieurs mois, mais qui a vraiment du mal à participer, qui a du mal à progresser, etc. Et cette semaine, dans ma classe, elle a commencé à être bien, quoi, à vraiment raconter sa life, à être vraiment très à l'aise. Et aujourd'hui, à la fin du cours, je lui dis bravo pour cette semaine. J'ai senti que tu étais à l'aise, tu parles de toi avec confiance. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué. Elle est devenue toute rouge et elle a dit, je me suis surprise moi-même. Je sais pas comment ni pourquoi c'est comme ça, mais c'est un sentiment nouveau pour moi. Et c'est génial parce que quand voilà, c'est ça. Quand tu rencontres ce type d'apprenant qui normalement est absolument inhibé, mais avec différentes techniques pédagogiques, c'est vrai que tout au long de 2 semaines, on a fait des exercices de régulation du système nerveux, de respiration, de rythme, de prononciation en mouvement, d'exercices, par exemple les pronoms compléments, mais travaillés de manière rythmique, ludique, avec du mouvement, etc. Bah, une fois que tu as proposé ce type de choses à quelqu'un qui a peut-être fait cette leçon 5 fois dans sa vie, mais c'est pas rentré, eh ben, peut-être que pour elle, ça a fonctionné et c'est un vrai bonheur de pouvoir voir quelqu'un qui non seulement se sent plus à l'aise pour apprendre une langue, mais Mhm. surtout à développer confiance en soi. C'est ça, de la confiance en soi, l'estime de soi, ça c'est génial. Tu peux donner un exemple d'activité qui te semblerait alternative pour apprendre, je sais pas, une notion. Tu parlais des pronoms compléments. euh, Tu connais des Mhm. moyens de le travailler autrement que par des exercices de systématisation? Oui, voilà. Donc, par exemple, les pronoms compléments, une fois qu'on a fait comprendre aux élèves qu'en gros, tu as les pronoms pour les objets directs et les objets indirects. Alors, on a l'habitude dans le FLE et dans l'enseignement du français en général d'utiliser beaucoup de métalangage. Et il y a énormément d'élèves qui connaissent pas le mot pronom, le mot complément d'objet Hmm. direct, complément d'objet indirect déjà dans leur propre langue. Alors, on leur demande beaucoup en français. Ouais. Mais soit je fais quand même hein, de ce type de pédagogie, surtout dans des cours de français général, j'ai quand même j'ai quand même un cadre à respecter, donc je le fais. Mais après, en exercice de réemploi, j'ai imprimé des images qui, pour moi, avaient enfin, des images qui te donnent envie de parler. Par exemple, un petit chat abandonné. J'ai imprimé l'image d'un petit chat abandonné. Et j'ai dit à ma classe, voilà, oh, regardez ce petit chat abandonné.
qu'est-ce qu'on fait? Allez, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a une qui a dit, euh, je le, je le trouve, alors parfois, ils cherchent les mots, donc il faut leur apporter un petit peu le vocabulaire, mais ils arrivent à se faire comprendre. Mhm. Euh, je le nourris, je lui donne à manger, je lui donne à boire, je l'adopte, je le caresse. Elle veut, il voulait dire je lui fais un bisou, mais ça sortait pas, c'était je le baise. Donc non, je le bisou non plus. Alors après, tu vois, ça peut vraiment être rigolo. Après, il y en a une sans faire exprès, elle a dit je le mange pour dire je le C'est nourris. vrai? Donc, et Ok. en fait, tu vois, avec de l'humour, de l'affect et une interaction, donc l'activité a duré 25 minutes. Pendant 25 minutes, tu travailles les compétences orales avec de la prononciation, du lexique. J'écris au tableau les mots difficiles. Je mets en parallèle les phrases qui sont, par exemple, la phrase est grammaticalement correcte, comme je le mange, c'est une phrase correcte, mais qui dans la communication, si tu dis le chat, je le mange, Bizarre. ouais, c'est étrange. Donc, etc. Donc ça, c'est une façon de d'approcher, tu vois, cette leçon où tu peux... Et j'ai l'impression que la Ça, forme, elle est importante. Enfin, le fait que tu aies imprimé la photo, etc., que tu leur aies montré, et que toi, tu y aies mis de l'engagement en tant qu'enseignant, mm, c'est quand même très important et c'est ce qui les pousse à parler. Si tu leur montres un manuel, une photo sur un manuel, et tu leur dis, allez-y, parlez avec cette photo, je pense qu'il y a moins d'engagement parce que... Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'engagement aussi et la façon dont toi, tu vas mettre en scène les choses et utiliser l'humour. Je crois que l'humour, ça débloque pas mal de choses. Une fois que tu rigoles en classe, c'est super, quoi. Tu c'est sens vrai. qu'il y a une bonne ambiance et que bah, les gens, ils se sentent en sécurité pour faire des erreurs, pour dire des choses, Donc voilà, donc ça c'est bon, c'est une idée, donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait récemment. Mais je Moi, dis j'avais juste deux autres questions à te poser parce que tu sais, je dois partir à 30 parce que je dois aller chercher ma fille oui, chez son assistante maternelle. Donc, je voulais te poser une question. C'était par rapport à... je vois que tu as maintenant aussi un peu une casquette de formatrice de formateur. Est-ce que tu pourrais parler de ce rôle-là que tu as? Comment tu t'es intéressé à ça? Et puis les missions que tu as eues, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu? Est-ce que c'est toi qui as cherché à le devenir ou alors on est venu te chercher? Ça m'intéresserait d'en savoir plus. oui, oui, donc ça fait donc en gros ça fait 18 ans que j'enseigne le français langue étrangère dans Ah ouais, euh, c'est 6 pas ans mal, à hein? l'étranger, voilà, 6 ans à l'étranger et tout le reste en France, mais je suis devenue formatrice de formateurs il y a 6 ans. Et ça m'est pas venu toute seule en fait. C'était pas, non, c'était pas une intention. Je me suis jamais sentie légitime dans le monde de la formation. Je me suis jamais dit, oh là là, j'ai des choses à transmettre à des profs. Non, non. C'est des amis, des collègues qui m'ont un petit peu suggéré cette idée, qui m'ont dit, oh là là, tu as des choses à transmettre et pourquoi tu ferais pas ça? Et, euh, et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, pour être plus légitime, j'ai voulu me former davantage dans le domaine que j'ai choisi, qui est la phonétique. Et Mhm, donc, j'ai suivi un stage de 2 semaines à l'université d'été du Belk de Nantes. mhm, Et là, bon, j'ai rencontré un formateur qui s'appelle Bernard Dufeu, qui m'a énormément inspirée. Donc, c'est un linguiste, un passionné, un formateur, etc. Et c'est vrai que je me suis tellement reconnue dans sa façon d'enseigner, donc cette façon d'enseigner très, on va dire, holistique, très dans la pédagogie de la relation. Il a mhm, développé une pédagogie qui s'appelle la psychodramaturgie. Donc, mais lui, il est installé en Allemagne, il dispense ses formations en allemand, donc j'ai pas vraiment pu le côtoyer plus que ça, mais on est toujours en contact par mail et parfois quand j'ai des questions ou que j'ai besoin d'une relecture, il me relit. Et voilà. Et donc, et après, je me suis, comment dire, après cette validation que quand même j'avais des connaissances et des savoir-faire qui étaient validés par le BELC, etc., et par des linguistes comme Bernard Dufeu,
je me suis sentie légitime, mais pas tellement confiante en moi. Mais donc, j'ai donné une première formation pour voir comment c'était. Et j'ai eu Mhm. des retours très positifs. Donc, à Paris, hein, donc j'ai trouvé une salle à louer. Voilà, j'ai proposé une date et plusieurs personnes sont venues. Et de fil en aiguille, ben voilà, T'as tout de suite eu des étudiants, enfin, t'as tout de suite eu des personnes qui sont venues. voilà, Ouais, ok. voilà. Et donc, ça continue. Donc, de temps en temps, je propose des formations à Paris comme bah, demain. Et, Oui, c'est vrai, ouais. et puis parfois, j'ai des sollicitations extérieures comme l'Alliance française de Gand en Belgique. J'y suis allée 2 fois. Un centre social à Nyons, dans le sud de la France. Et après, Adrien Paillet, donc, qui est un grand formateur connu pour Je connais, ouais. justement le théâtre, etc., m'a proposé de faire partie du groupement Paillet. Et via ce groupement, je suis allée en Éthiopie pour l'université d'été à Addis Abeba, donc en septembre. Et puis voilà, et puis de temps en temps, j'ai des propositions pour d'autres pays, mais bon, j'accepte que ce que je peux faire en étant salarié et en ayant aussi une famille, enfin des enfants encore jeunes. Donc Ah l'idée, oui, c'est parce pas qu'au début, je t'ai dit en tant que prof indépendant, mais en fait, toi, tu n'es pas indépendante, tu es salarié. Ok, je donc je me suis suis trompé. salariée. D'accord. En Ok. fait, en fait, c'est ça. J'ai deux activités. Si tu veux, je suis salariée à temps partiel dans une Mhm. école de langue à Oui. Paris et je suis auto-entrepreneur en tant que formatrice de formateurs. Donc, Ok, toutes les d'accord. formations, voilà, les formations, ce que je fais demain, c'est mon deuxième travail. D'accord. Ok. Ok, Donc, ok. je jongle entre voilà, ces deux activités professionnelles. Euh, et aussi la vie de maman qui est bien accaparante. Donc, Ah, c'est ça. ça, je Voilà. suis d'accord, oui. C'est ce que j'ai. Donc, Ok. donc voilà, j'en suis là. Ben c'est super, t'as pas mal de choses Mm. différentes. Et en général, les entreprises qui viennent te chercher, enfin les organismes de formation, c'est par rapport à... Est-ce qu'ils arrivent via ton site internet? Est-ce qu'il a assez de visibilité? Ou alors est-ce que c'est par le groupement Paillet? Enfin, c'est... Tu sais comment ils parviennent à toi? Par LinkedIn, peut-être? Alors moi, je suis plutôt novice et plutôt nulle en tout ce qui est marketing, etc. C'est pas, disons que moi, je suis tellement passionnée par l'enseignement, la transmission, etc., que je sais pas trop, non, je sais pas enfin, le monde de comment se vendre, etc. Je devrais m'y intéresser parce qu'il doit certainement y exister, tu vois, des stratégies pour être plus visible, etc. Mhm. Euh, mais pour l'instant, non. Souvent, on me trouve. Je pense que mon site internet, il n'est pas super bien référencé, mais qu'en même temps, on n'est pas, pour le moment, on n'est pas des milliers à proposer la même chose. Donc, il n'y a pas, mis à part le fait que depuis 1 an ou 2, il y a Phonetics qui a développé cette activité de formation de formateurs avec la méthode verbotonale. Donc tu sais, c'est des gens qui ont été formés par Michel Billiard et tout ça, et c'est tout à fait, c'est une approche que j'utilise aussi et que j'aime beaucoup. Mhm. Donc, mis à part Phonetics, je connais pas beaucoup de profs qui proposent des formations Je connais personne qui propose ce que je fais pour le moment. Donc, c'est vrai qu'en général, les gens me trouvent comme ça sur Internet ou sur les réseaux sociaux ou il y a un petit peu de bouche à oreille parce que c'est vrai que l'Institut français m'a contacté récemment et bon, ils ont entendu parler de moi. Donc voilà, je suis contente parce que les gens viennent vers moi sans que je cherche trop. Donc, mais si effectivement, si un jour, tu vois, C'est sûr. si un jour je décide de quitter le salariat et de devenir professionnelle, enfin complètement indépendante, donc dans ce cas, il faudra vraiment que je travaille sur ma visibilité, etc., ma communication. Mais pour le moment, si tu veux, c'est parce que c'est quelque chose que je fais en complément de mon activité de salarié. Mhm. Ouais, ouais, je comprends bien. Mais du coup,
ton activité, pour l'instant, elle te convient parce que tu as le salariat et ce que tu fais à côté. Et vu que tu as ta vie de maman, comme tu disais, tu pourrais pas Mm. faire plus en fait. Dans tous les cas, Ouais, si on me c'est propose déjà de pas mal. partir, si on me propose des missions à l'étranger tous les 3 mois, je refuserai parce que ce sera pas réalisable. Mais disons de temps en temps, enfin, ça m'a fait énormément de bien d'aller en Éthiopie. Waouh, j'ai rencontré un public que je connaissais pas et qui était mais complètement en phase avec ce que je propose. Donc C'est vrai? Ça, c'est incroyable. quand tu vis ça, mais je me sentais sur un nuage, c'est-à-dire la poésie, le rythme, le dynamisme, enfin, ça m'a dépassé en fait. Il y a des moments, j'avais des larmes, j'avais des frissons parce qu'il se passait des moments, j'avais l'impression de pas vivre la vie réelle, quoi. C'était comme, je me disais, mais il faut qu'on me pince, est-ce que je suis en train de vivre la réalité? C'était excellent, c'était exceptionnel. Et là-bas, tu Donc, étais formatrice de formateur ou prof de FLE? ah non, formatrice de formateur, D'accord. en gros, c'était 54 profs africains, donc principalement éthiopiens, Mhm. mais certains étaient des réfugiés de pays africains en guerre comme Burundi et Congo. Et donc, c'est des profs de français en Éthiopie Ok. et qui bénéficiaient d'une formation via l'ambassade de France en Éthiopie. Euh, voilà, enfin, je me rappelle plus exactement de. Oui, il y a eu. C'était une bourse en Afrique, etc. Et ces profs avaient, voilà, ont eu le privilège de pouvoir suivre différentes formations pour perfectionner leurs approches pédagogiques. Donc moi, on m'a Ah, demandé super. d'intervenir sur de la prononciation. Voilà, la prononciation pour un public éthiopien. Parce que eux, ils enseignent à des Éthiopiens, à des enfants ou des adolescents ou des adultes éthiopiens. Donc, il fallait que je propose des activités en lien avec ça, les difficultés de prononciation pour les Éthiopiens. Et ensuite, une autre demande, c'était proposer des activités motivantes et ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, de n'importe quel pays. Mhm. Des activités pour dynamiser la classe, pour mobiliser l'attention, pour favoriser la concentration. Je crois qu'il y a une vraie demande. Je sais pas, alors pour rebondir sur la première question que tu m'as posée tout à l'heure, qu'est-ce qui change? Je pense que les capacités de concentration déclinent parce que on est on utilise énormément les tablettes, smartphones, etc. et beaucoup d'applications, etc. Et donc en classe, quand on a des élèves pendant 3 heures, C'est énorme, on trois sent heures. que déjà 3 heures c'est long, mais 3 heures quand on vit à une époque où on est toujours habitué à avoir quelque chose dans les mains, à regarder des messages, à aller sur les réseaux sociaux, etc. C'est Mhm. vrai que c'est un vrai défi pour les profs de mobiliser l'attention, de garder une attention de qualité. Donc c'est pour ça que ce que je propose, pour ça, ça fonctionne bien. Alors là, pour le coup, pour tous les âges, pour tous les niveaux sociaux, pour tous les styles d'apprentissage, capter l'attention et favoriser la concentration avec le mouvement et le rythme, ça fonctionne bien. Donc, Mhm. je suis vraiment contente de pouvoir développer cette approche et de me sentir complètement alignée avec ça parce que je sens que ça répond à un vrai besoin. Ok. Mm, mm. Bah, c'est super. Candy, on va devoir s'arrêter parce qu'il nous reste 1 minute de réunion. Et moi, je Mhm. dois y aller dans tous les cas. Bah, c'était super intéressant. Je te remercie pour tout ça. Merci à J'avoue toi. que j'avais encore d'autres questions, mais j'ai Pas de pas, souci. j'ai pas trop géré le temps. Mais si on arrive à trouver une autre fois, on peut communiquer, ce serait bien. Avec plaisir. Merci Reda Bah, pas de pour problème. pour ce rendez-vous. C'était très sympa. Bah, ouais, Et je pour te moi aussi. souhaite un excellent week-end. Merci à toi aussi et à bientôt, Candy. À Merci. bientôt. Au revoir. Allez, au revoir.